Hop là, voilà. Et bonjour tout le monde, bienvenue, bienvenue sur notre chaîne Twitch, voilà, qui est liée à YouTube. Je reviens donc aux origines. À la base, j'avais créé la chaîne YouTube pour faire des cours de maths, pour permettre de réviser à la maison. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit just chatting sur une révision de brevet en mathématiques. Donc, je vérifie juste que tous les paramètres sont bons. Pour l'instant, je ne peux pas faire de multistream, pardon, entre YouTube et Twitch, mais ça saurait peut-être venir à l'approche du brevet. Voilà, sans plus tarder, allons-y. Hop, on va se faire aujourd'hui le sujet d'Asie 2019. Hein, voilà, on essaie de se faire des sujets récents pour le coup. Donc, comme d'habitude, voilà, les réponses doivent être justifiées sauf indication contraire. Voilà, si une question qui n'est pas terminée, on laisse quand même la trace de recherche. Vous laissez toujours quelque chose sur la copie. Vous ne faites pas d'exercice blanc. Ça peut rapporter des points. Voilà, il faut viser à grappiller des points. Premier exercice, on commence tout de suite nos révisions. Donc Nina et Claire ont chacun un programme de calcul. Donc vous voyez le programme de Nina, j'espère que oui, ça va, on le voit bien sur mon retour. Donc choisir un nombre de départ, soustraire 1, multiplier le résultat par moins 2, ajouter 2. Voilà, tout simplement des calculs qui se font les uns à la suite des autres. Problème de Claire, elle choisit un nombre de départ, elle multiplie ce nombre par moins 1 demi et elle ajoute 1 au résultat. Salut Enzo, bonjour Enzo. Voilà, tu viens réviser, hein, tu fais sérieusement, hein, pour le coup. Voilà, ceux qui sont en direct avec nous, n'hésitez pas à aussi vous entraîner pour le coup là-dessus. Alors, l'erreur à ne pas faire avec les programmes de calcul, quand on vous dit choisir un nombre, c'est la forme du programme. L'énoncé vous dira quel nombre choisir. Regardez tout de suite la question suivante. Hop, pardon. Voilà. Montrez que si les deux filles choisissent 1 comme nombre de départ, Nina obtiendra un résultat final 4 fois plus grand que celui de Claire. Donc voilà, on va prendre le 1 comme nombre de départ. Allez, faisons le programme de Nina. Connecte sur ton PC, vas-y, 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 mets-toi à l'aise. Voilà, t'as le temps. De toute façon, on vient à peine de commencer. Voilà. Je suis déçu, je pensais faire aussi sur YouTube en même temps, mais finalement, il faut absolument le multistream que j'ai pas encore redébloqué. Hein. De toute façon, ça se monnaie le multistream. Donc voilà, je vais le faire un peu plus tard à l'approche du brevet pour l'abonnement. Donc je prends 1 comme nom de départ. Je soustrais 1. 1 moins 1, 0. Ça va, c'est pas extraordinaire. Alors ne mettez pas de égal après, hein, s'il n'y a pas d'opération, bien sûr. Vous revenez à la ligne, vous écrivez autre chose. Bref, tiens, ce que je vais faire pour que ce soit assez beau, je vais m'insérer un petit tableau de colonnes. Voilà, programme de Nina. 1 moins 0, 0. Ensuite, on multiplie par moins 2, 0 fois moins 2, ça va, c'est pas trop dur, ça fait 0. Et ensuite, on ajoute 2, 0 plus 2, ça fait 2. Résultat final, 2 pour le programme de Nina. Programme de Claire. On choisit toujours 1. On multiplie ce nombre par moins 1 demi, c'est-à-dire 0,5. Donc ça vous fait moins 0,5. Ensuite, on ajoute 1. Moins 0,5 plus 1, ça fait 0,5. Est-ce que le programme de Nina est 4 fois plus grand que celui de Claire? Bah oui, parce que 4 fois 0,5, ça fait 2. Voilà. Pensez à cette petite conclusion. Voilà. Le résultat final de Nina est 4 fois plus grand que celui de Claire, car voilà, 4 fois 0,5 égale à 2. Pour le coup, on est bon sur la première question. Quel nombre de départs Nina doit-elle choisir pour obtenir 0 à la fin? Donc certains iraient résoudre une équation, ils iraient se dire, bah tiens, je vais noter avec une lettre X, par exemple, je sais, on prend toujours X, vous pourrez prendre la lettre que vous voulez. Et j'écris le programme
de calcul sous forme littérale, ça veut dire en choisissant voilà, notre lettre et en écrivant toutes les opérations d'une seule ligne. X moins 1, et après on multiplie cette parenthèse par moins 2, et enfin on ajoute 2 égale à 0. Voilà. Au lieu de la développer, je conseille plutôt dans ce cas-là d'essayer de remonter le programme de calcul. C'est-à-dire, si vous partez avec 0 comme résultat final, la dernière opération, ça a été ajouter 2. Donc on va faire l'inverse. Qu'est-ce qu'on avait juste avant? Si ici on avait 0, au lieu d'ajouter 2, on va enlever 2. 0 moins 2, moins 2. Ensuite, au lieu de l'étape d'avant, multiplier le résultat par moins 2, au lieu de multiplier par moins 2, on va donc diviser par moins 2, vous voyez, pour essayer de remonter. Donc moins 2, on divise par moins 2, ça fait 1. Voilà, vous prenez votre calculette avec vous si vous voulez, pour le coup. Et ensuite, au lieu de soustraire 1, on va ajouter 1. Donc vous voyez, 1, j'ajoute 1, pour encore remonter, et j'arrive à 2, qui est censé être mon nombre de départ. Si jamais j'ai un doute, je reprends mon résultat et je le refais dans le bon sens. Regardez, si on prend 2, je soustrais 1, 2 moins 1, 1. Je multiplie par moins 2, 1 moins 2. Et j'ajoute 2, moins 2 plus 2, 0. Voilà, donc là j'arrive bien à 0 comme résultat final. Le nombre de départ de Nina est 2 pour le coup. Voilà, donc ne privilégiez pas forcément les équations dans ces genres de cas. Quand ce sera une équation, on va vraiment vous y inviter en vous disant écrivez sous forme littérale le programme 1, écrivez sous forme littérale le programme 2, quand est-ce que les deux programmes donnent le même résultat. Ce sera plus dans ce cas-là. Comme ici. Voilà, là où on va adopter une généralité. Nina dit à Claire, si on choisit le même nombre de départs, mon résultat sera toujours 4 fois plus grand que le tien. A-t-elle raison? Alors on a vu que c'était vrai pour la première question lorsqu'on choisissait 1. Lorsque vous devez montrer que c'est toujours le cas, là, le mot le plus important c'est bien ce toujours, pour le coup, il faut absolument généraliser. Donc comme je l'ai dit, l'écrire sous forme littérale. Je reprends ma expression du programme 1 sous forme littérale. Donc attendez, c'était quoi? Je soustrais 1, je multiplie par moins 2 et j'ajoute 2. Donc je soustrais 1. Alors je vais mettre un Y pour ne pas confondre avec les fois. Voilà. Et à la fin, on ajoute 2. Hop. Voilà le programme de Nina. Hop. On va écrire ensuite le programme de Claire. Donc, le programme de Claire, je vais peut-être un peu dézoomer. Hop. Programme de Claire, choisis un nombre de départ multiplié par moins 0,5. On va mettre un nombre à virgule au lieu de ce 1,5. Et ajouter 1. Donc, programme de Claire, notre lettre fois moins 0,5. Et ensuite, on ajoute 1. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à faire sur le programme de Claire. On peut le remettre dans l'ordre en écrivant à la place du y fois 0,5 moins 0,5 y. Voilà, mais en soi, il n'y a pas de développement à faire pour le coup. Là, par contre, pour le programme de Nina, il y a un développement à faire. Comme vous voyez, il y a un moins 2 dans la parenthèse. On multiplie cette parenthèse, ce y-1, ce résultat, par moins 2. Donc le moins 2, on ne va pas le donner au y, on ne va pas le donner au moins 1, on va le donner au 2. D'accord? Donc le moins 2, je le donne au y. Moins 2y. Le moins 2, je le donne au moins 1. Moins 2 fois moins 1, moins fois moins, plus. Donc plus 2. Et j'aurais écrit le plus 2 qui suivait les opérations. Voilà. Et donc j'obtiens moins 2y et je calcule plus 2 plus 2, plus 2 plus 2, plus 4. Pour le coup. Donc est-ce que le programme de Claire est toujours 4 fois plus grand que celui de Nina? Bah oui, parce que 4 fois ce programme, j'écris moins 0,5 y plus 1. On fait 4 fois moins 0,5, ça nous fait moins 2 y. Et 4 fois le 1, ça nous fait 4. Donc vous voyez qu'on obtient la même chose que 4 fois le programme de Claire, ça donne bien le programme de Nina pour ce coup. Donc dès qu'on vous demande d'avoir un résultat qui marche pour tous les nombres, vous mettez sous forme littérale. Voilà. Premier exo, terminé. Premier exo, 14 points sur 100. Ça se passe bien pour l'instant. Deuxième exo, on va faire un peu de mise en page. On va reprendre une nouvelle page pour ça.
Tableau ci-dessous présente les émissions de gaz à effet de serre pour la France et l'Union européenne en millions de tonnes, équivalent au CO2, en 1990 et en 2013. Donc vous voyez votre tableau double entrée, France, Union européenne. Voilà, on a les quantités en millions de tonnes, pour le coup. Entre 1990 et 2013, les émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne ont diminué de 21%. Quelle est la quantité à effet de serre émise en 2013 par l'Union européenne? Donc là, vous voyez, on avait cette case de vide. Donc on va prendre les valeurs de 1990. Comme elles ont baissé de 21%, comment faire? Eh bien, on part de 100% et on va enlever 21% à la totalité. Hein. On enlève 21% ou 100%. Et tout ça, on va le multiplier donc par notre émissions de gaz à effet de serre pour l'Union européenne, notre 5680,9. Alors, je calcule bien sûr ma parenthèse, 100% moins 21%, donc on ne va garder que 79% de la somme. Et oui, tu l'as remarqué. Mais chut, faut pas le dire. Faut pas le dire. Tu as remarqué, c'est que tu as déjà fait. Je viens de me le dire aussi. Je viens de dire, mince, en fait, c'est le sujet. Comme je vous avouerai, je l'ai choisi aujourd'hui, le sujet. Comme ça. Donc, on multiplie, pardon, par 5680,9. Après, voilà, tu es là, tu travailles, voilà, on va pas te le reprocher. Hein. Et ça nous fait environ, hein, on arrondit, 4487,9 comme on a arrondi à 0,1 million près. Voilà, après on a 1 à la calculette, donc on va pas l'écrire. Pardon, ceux qui voudraient savoir comment on calcule, on fait bien sûr 79%, on fait 79 divisé par 100 fois le 5680,9. D'accord, donc vous tapez ça à la calculette un pourcentage, c'est une division par 100 pour le coup. Et c'est en millions. C'est en millions de tonnes? Oui, c'est ça. Millions de tonnes. Équivalent CO2 pour le coup. Donc, un calcul d'une réduction. Voilà, donc je vous rappelle, vous partez de la totalité, vous enlevez 21%. Ça se fait bien. Ensuite, la France s'est engagée d'ici à 2030 à diminuer de 2/5 ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 99. Justifier que cela correspond pour la France à diminuer d'environ 1/3 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2013. Donc comment faire? Bon, on va calculer à combien ça correspond. Si on diminue de 2/5 les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 99, donc on va prendre le chiffre, le nombre pardon, de la France pour 1999. Hop, je vais le faire en dessous. Donc je vais enlever 2/5. Donc je fais 1, hop, pardon, 1 moins 2/5. 1 moins 2/5, combien ça fait? Si vous voulez mettre 1 sous forme de fraction, vous mettez 5/5. Donc 5/5 moins 2/5, ça fait 3/5. Je vais donc calculer 3/5 de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre pour la France de 549,4. Donc 3 divisé par 5, je prends la calculette, 3 divisé par 5 fois 549,4, j'obtiens 329,64, c'est toujours en millions. Donc là, on a calculé ce à quoi correspondait la diminution de 2/5. Justifier que cela correspond pour la France à diminuer d'environ 1/3 ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2013. Donc là encore, on va chercher donc pour diminuer d'1/3. Comment fait-on? On fait 1 moins 1/3. 1 moins 1/3, je rappelle, c'est 3/3 moins 1/3. On va donc calculer les 2/3 du nombre obtenu. Hop, les 2/3 de combien? Les 2/3 de la quantité en 2013, c'est-à-dire de 490,2. Calculons les 2/3 fois 490,2 et j'obtiens cette fois 326,8. Voilà. Donc, on peut dire que cela correspond voilà, à 3 millions près. Hop, je descends un peu. Voilà. À 3 millions de tonnes près, cela correspond
l'affirmation est correcte. Pour le coup, voilà, parce qu'on parle quand même de centaines de millions de tonnes, hein. Voilà. Donc à 3 près, on va pas chipoter, hein. Vous dites que ça correspond, hein. Si vous dites ah non, c'est pas exactement pareil, hein, soyez un peu cohérent avec le monde réel. Voilà, donc vous calculez la diminution de chacun. Donc pensez bien, voilà, pour des diminutions, vous partez de 100%, ou vous partez de 1, c'est une fraction, ou de la totalité, hein, 5 cinquièmes, 3 cinquièmes, et vous enlevez le 2 cinquièmes, on enlève le 1 tiers, on enlève les 21%. Ça va plus vite que de faire 3-4 tableaux de proportionnalité. Et bien déjà fini, 11 points, hein, 11 points déjà, cet exo 2 sur 100. Le programme 3, l'exercice 3, pardon, voilà, j'ai lu le programme pour le coup. Un programme permet à un robot de se déplacer sur les cases d'un quadrillage. Chaque case atteinte est colorée en gris. Tiens, attendez, je fais une pause, je vais vous filer le sujet. Je vais vous filer le sujet dans le chat si vous voulez le choper. Hop, alors Asie, voilà, Asie 2019. Je vous l'envoie. Voilà, c'est cadeau. Si vous voulez lire un peu, si vous avez un peu d'avance par rapport à cette correction, parce que bien entendu, on parle pendant cette correction, on essaye d'expliquer, même si on essaye d'aller vite pour pas que le live dure 3 heures non plus. Mais voilà, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. C'est vrai que j'aurais dû le mettre dès le début du live, à retenir pour la prochaine fois. Donc un programme permet à un robot de se déplacer sur les cases d'un quadrillage. Chaque case atteinte est colorée en gris. Au début d'un programme, toutes les cases sont blanches. Le robot se positionne sur une case de départ indiquée par un D, comme on le voit ici, voilà, et la colore aussitôt en gris. Donc là, on nous donne des exemples, voilà, pour bien comprendre les effets, si jamais vous n'avez pas compris le principe. Donc si on fait un ouest, W c'est un ouest, hein, pour le coup. Donc le robot avance de une case vers l'ouest. Donc il est parti au départ du D, donc forcément elle est en gris, hein, c'est où il y a le D, hein, comme il était dessus. Et on va 1 vers l'ouest. De E, 1 ouest, 2 nord, bah, le robot avance de 2 cases vers l'est. 2 est, donc une 2 vers l'est. 1 ouest, il va une case vers l'ouest, d'où le fait qu'il revienne au milieu. Et ensuite 2 cases vers le nord, une 2, il est monté de 2 cases. Ensuite, le 3, 1S de E, bah, il répète 3 fois, comme vous voyez, c'est comme si on avait 3 fois notre parenthèse, 3 fois 1 sud et 2 est. Donc répète 3 fois le déplacement suivant, avancer de une case vers le sud, puis de 2 cases vers l'est. Donc une vers le sud, 2 vers l'est. Bah, au final, si on le répète 3 fois, ça fait une vers le sud, 2 vers l'est. Suivez la souris, hein. Une vers le sud, 2 vers l'est. Une autre vers le sud, 2 vers l'est. Voilà. Donc on nous donne un programme. Voilà. 1 ouest, 2 N, 2 E, 4 S, 4 ouest. On souhaite dessiner le motif obtenu avec le programme sur votre copie. Réalisez ce motif en utilisant des carreaux. Comme dans les exemples précédents, on marquera d'un D. Alors, pardon, je vais ouvrir GeoGebra pour qu'on ait le quadrillage en question. Hop, alors je le prépare un peu, je le prépare, j'enlève les axes, j'agrandis un peu tout ça. Ah, va falloir que je prenne des gros carreaux. Ok, tac, ça sera pas mal. Comme ça. Je vais faire un carré, 4 points. Et j'enlève les points. Alors je vous montre, mince, attendez, je vous montre ce que je fais. Voilà, je suis en train d'avoir un quadrillage, je suis en train de faire le quadrillage sur GeoGebra. Hop, voilà, je copie mon petit carré. Donc ça, c'est notre point de départ qu'on met avec la lettre D. Hop, voilà, un petit D au milieu, on est content. Je vais le faire partir plus ou moins au milieu. Voilà. Donc le programme nous dit on va faire un ouest. Un ouest, donc je vais à 1 à gauche. Ensuite, de nord. De nord, je monte donc vers le nord. 1, 2. Ah oui, il faut connaître vos 4 points cardinaux, hein.
pour le coup, hein. Sinon ça va pas le faire. 2 est, donc et je suis ici, je vais vers la droite de 2, et bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour à tout le monde, à ceux qui nous rejoignent pour réviser le brevet. Et oui, comme on révise aussi du brevet sur Twitch, pas seulement que sur YouTube. Voilà. Là, je vais regarder. Qui c'est? Bonjour Bryce. Bonjour Bryce. Voilà. J'ai mis le. Je sais pas si tu l'as, sinon je le recopie. J'ai mis le lien du sujet dans le chat, hein, si tu as besoin. Donc on a fait les 2 est, 2 vers la droite, 4 vers le sud. 1, 2, 3, 4. Vous vous dites c'est rien, mais en fait quand vous êtes dans votre copie, vous êtes complètement perturbé, déstabilisé. D'où l'importance de s'entraîner. Et 2 ouest, enfin. Donc 2 vers la gauche. 1 et 2. Voilà, le petit humour, ça forme un 9. Ils sont contents, on arrive ici. Voilà donc le motif qu'on a obtenu avec ce programme qu'on nous indiquait. Ensuite, voici 2 programmes. Donc un sud, 3 fois, on répète 3 fois un nord, 3 est, 2 sud. On va voir lequel des 2 programmes permet d'obtenir le motif ci contre. Ici. Alors je ne vais pas le redessiner, on va vérifier simplement. Je vais faire le programme 1. Par exemple, hein, j'essaye. Hein. Je pars du départ. Vous suivez la souris, ou on voit bien la souris. N'hésitez pas à me dire hein, si vous voulez améliorer un peu la netteté, des fois grossir, ça peut s'arranger. Donc programme numéro 1, je vais une fois vers le sud. Ok. Ensuite, je répète 3 fois ma parenthèse. Alors ma parenthèse, qu'est-ce qu'elle dit? Elle fait 1 nord, 3 est, 1, 2, 3 vers l'est, 2 sud, 1, 2. Je répète une deuxième fois ma parenthèse. 1 nord, 3 est, 1, 2, 3 à l'est, 2 sud, 1, 2. Et je répète encore une troisième fois ma parenthèse. 1 nord, 3 est, 1, 2, 3 à l'est, 2 sud, 1, 2. Normalement, cette case-là devrait être en noir, s'il s'agissait du programme 1. Donc logiquement, si on nous demande lequel des 2 programmes permet d'obtenir le motif ci-contre, c'est le programme numéro 2. On va tout de même vérifier si on l'obtient bien avec ce programme numéro 2. Donc on répète 3 fois, 1 sud, 1 nord, 3 est, 1 sud. Alors 1 sud, 1 nord, 3 est, 1, 2, 3, 1 sud. Je répète une deuxième fois, 1 sud, 1 nord, 3 est, 1, 2, 3, 1 sud. Et je répète une troisième fois, 1 sud, 1 nord, 3 est, 1, 2, 3, 1 sud. Là, c'est bien le programme numéro 2 qui... on l'a vérifié, hein, on est bien tombé dessus. Donc, c'est le programme numéro 2 qui permet d'obtenir ce motif. Donc, expliquer pourquoi l'autre programme ne permet pas d'obtenir le motif ci-contre. On l'a vu, il devrait y avoir une case de plus pour le programme 1 de noirci. Alors, je ne vais pas l'écrire comme je suis en bas de page. On va tout de suite passer à la troisième question, vu que j'ai dit à l'oral. Voici un autre programme. Donc, programme 3, 4 fois le 1 sud, 1 est, 1 nord. Donc, il permet d'obtenir le résultat suivant. Donc, on peut vérifier au cas où. 1 sud, 1 est, 1 nord. 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 Voilà, répétez 4 fois. Réécrire ce programme numéro 3 en ne modifiant qu'une seule instruction pour obtenir ceci. Donc vous voyez, on ferait sud, est, est, nord, sud, est, est, nord, sud, est, est, nord, sud, est, est, nord. Qu'est-ce qui est réellement modifié là-dedans? Alors je reprends ça, ils m'ont dit, et je ne vais modifier qu'une seule chose. Est-ce que dans le chat vous l'avez trouvé? Est-ce que dans le chat vous avez trouvé ce qu'il faut modifier pour obtenir ce motif? Je vous laisse 30 secondes, de toute façon je les couperai au montage.
Non, pas trouvé, je répète, hein. Un sud, est, nord. Sud, est, nord, sud, est, nord, sud, est, nord. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, en effet, c'est le 1 qui devrait être changé en 2. Donc, ah, on fait sud, est, nord. Donc, au lieu de faire sud, est, nord, on fait sud, est, nord. Donc, on change le 1 en 2, pour le coup, pour aller 2 fois vers l'est et pas qu'une seule fois vers l'est. D'accord. Exercice numéro 4. C'est vrai que j'ai un rythme soutenu, hein. On a fait. Il y a combien d'exos, tiens? Combien d'exos que je regarde? Il y a 7 exos. 7 exos, on est au quatrième. Pour fabriquer un puits dans son jardin, Madame Martin a besoin d'acheter 5 cylindres en béton, comme celui décrit ci-dessous. Dans sa remorque, elle a la place pour mettre les 5 cylindres, mais elle peut transporter que 500 kg au maximum. À l'aide des caractéristiques du cylindre, déterminer le nombre minimum d'allers-retours nécessaires à Madame Martin pour rapporter ces 5 cylindres avec sa remorque. Donc on vous met le diamètre intérieur, on vous met le diamètre extérieur, la hauteur bien sûr, et la masse volumique du béton. Ça veut dire combien pèse de kilos pour chaque mètre cube. Voilà, donc 1 mètre cube de béton, ah, mais c'est énorme, 1 mètre cube de béton. 1 mètre cube de béton, vous imaginez un bloc de béton de 1 mètre de large, 1 mètre de long et 1 mètre de haut. Hein, c'est pas un truc que vous allez porter, oui, comme il fait 2 tonnes 4, il fait 2400 kilos, comme vous voyez. On vous rappelle la formule du volume du cylindre, pi fois rayon fois hauteur. Donc là, ils sont cool, comme ils vous rappellent une formule. Là, c'est un peu un exercice, comment on va dire, hop, pardon, j'espère que je ne perds pas les exercices. Non, c'est bon, je n'ai pas perdu. C'est un peu un exercice de recherche, hein, pour le coup, dans le sens où on ne vous a pas mis les questions intermédiaires. Donc, comment faire? Alors, on a la masse volumique du béton, on sait combien de kilos ça pèse par mètre cube, et en fait, il nous faut le volume. En même temps, vous voyez, il y a le rappel du formule du volume d'un cylindre. Il faut le volume de ce morceau, voilà, de ce cylindre. Donc, on va d'abord calculer le volume extérieur. Attendez, j'ai enlevé le gras, voilà, ça ne sert à rien. Donc le volume extérieur, on reprend la formule, hein, on fait pi fois rayon fois hauteur. Ah, ça met tout en gras, tant pis. C'est pas grave. C'est bon, je le cache pas? Non, je le cache pas. Pi fois rayon fois hauteur. Donc je reprends pi, 3,14 si vous voulez arrondir, mais sur votre calculette, vous avez pi, hein, vous pouvez être plus précis en utilisant la calculatrice. Le rayon fait combien? Le rayon, bah, le diamètre, je commence par lequel? Extérieur. Le diamètre extérieur fait 101. Le diamètre, c'est justement toute la longueur du cercle en passant par le centre. Voilà, c'est le segment qui relie deux points diamétralement opposés dans le cercle. Bah, le rayon, c'est la moitié. Voilà, le rayon, ça relie juste le centre à une extrémité du cercle. Donc je divise 101 par 2, 101 divisé par 2, 50,5. Pourquoi c'est encore en gras? Voilà. En plus, c'est en calibri. Hop. J'aime pas le calibri pour le coup. Donc 50,5 fois 50,5, donc 50,5 au carré, fois la hauteur qui est de 50 aussi. Je prends la calculatrice, pi fois 50,5 fois 50, j'arrive donc à 127 512,5 à pi. On me donne bien sûr la valeur exacte. Voilà, ça tombe bien, j'en aurai plus après. Et ce sont des centimètres cubes. Ensuite, pour avoir le volume donc, de notre objet, il va falloir faire donc voilà, le volume du cylindre extérieur moins le volume du cylindre intérieur, parce qu'à l'intérieur, c'est un gros trou qu'on a. Donc calculons le volume de ce gros trou, le volume intérieur. Hop, j'enlève l'italique. Volume intérieur égale
Donc même formule, hein, pi fois rayon fois hauteur. Je copie-colle, finalement c'est la même chose. Hop, tu vas me remettre s'il te plaît en comics, merci. Ah mais tant que je recopie le pi en fait, ça va pas le changer. Voilà. Donc pi fois, donc pour le rayon intérieur, je prends le diamètre intérieur, le diamètre on le divise par 2 là encore pour obtenir le rayon, 90 divisé par 2, 45. Donc on a 45 au carré fois la hauteur qui est toujours de 50, elle qui n'a pas changé. Je calcule pi fois 45 au carré fois 50, j'obtiens 101 250 pi et c'est toujours en centimètres cubes pour le coup. Et donc, pour obtenir le volume du béton, je vais faire le volume de notre morceau à l'extérieur moins le volume de ce creux. Pour ne garder que cette petite épaisseur, je ne sais pas si vous voyez ma souris, cette petite épaisseur qui est entre les deux, entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, le volume de béton. Donc, on fait donc le volume extérieur moins le volume intérieur. Vous excuserez la mise en page. On n'est pas là pour faire une mise en page de dingue, sinon j'aurais préparé un PowerPoint. Donc on prend nos résultats précédents, on fait 127 512,5 pi. Hop, je recopie-colle mon pi. Moins 101 250 pi. Là encore, et on obtient donc, je tape la calculette, 26 262,5 pi. Voilà, après, allez, je vais calculer avec le pi. Voilà, donc en volume de béton, je multiplie par pi 3,14 où je réutilise celui de la calculette, j'obtiens environ 82 500, oh pardon, j'ai mis 50. 82 506 cm3. Voilà. Et comme il va falloir convertir en mètres cubes pour avoir la masse volumique du béton, hein, pour faire la conversion dans notre tableau, pour le coup. Alors, à chaque fois que je décale d'un rang, je déplace mes rangs, on va dire, hein, mes unités, c'est les nombres, les chiffres qui se déplacent, de 3 rangs. Donc, 1, 2, 3 rangs, j'obtiendrai 82,506 décimètres cubes de béton. Et comme je le veux encore en mètres cubes, bah, je décale encore de 3 rangs mes valeurs. Et je rajoute des zéros si besoin. Donc 0,082 506 mètres cubes. Voilà. Alors vous allez dire, ça ne fait pas beaucoup de mètres cubes. Heureusement, parce que je vous rappelle que 1 mètre cube, ça pèse plus de 2 tonnes. Voilà. Donc heureusement que ce morceau-là, il n'est pas immense. Maintenant qu'on a la masse volumique de béton, alors je vais vous faire un petit tableau pour qu'on fasse la conversion, hein, même si certains y arriveraient peut-être directement. Donc la masse volumique du béton, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, hop, ça veut dire que pour 1 mètre cube de béton, attendez, je fais la mise en page en même temps. 1 mètre cube de béton a, comme on l'a dit, une masse de 2400 kg. C'est immense. Voilà. Là, j'ai pour mon objet un volume 2, donc 0,082 506. OK. Produit en croix où je multiplie 0,08 2506 par 2400 pour passer de la deuxième à la première ligne. Vous faites comme vous voulez, hein, vous êtes libre à vous de gérer. Ça nous fait, alors attendez, je calcule, ça nous fait environ 178 kilos. Et bien rien que ça. Rien que ça. Ben dis donc, ça rigole pas.
Elle a la place pour mettre 5 cylindres, mais peut transporter que 500 kg au maximum. Et ben donc, et après, donc, ah non, pardon. Déterminer le nombre minimum d'allers-retours nécessaires pour rapporter ces 5 cylindres avec sa remorque. Bah, on va regarder. Alors, on a dit que un cylindre, ça faisait 198 kg. Donc 2 cylindres. Je multiplie par 2. 2 cylindres, 198 divisé par 2, multiplié par 2, pardon, 396 kg. J'ai pas mis de S. Ah oui. Donc il est là. 3 cylindres, je fais 198 fois 3, 554 kg. Ah, il y a un souci. Il y a un souci en effet, c'est que on nous a dit dans la remorque ici que la remorque ne peut transporter que 500 kg au maximum. Donc finalement, on va être obligé de transporter ces cylindres deux par deux. Voilà. Donc deux par deux, combien il faut qu'elle en... Elle a acheté 5 cylindres, bah, si elle peut les emmener que deux par deux, il va falloir qu'elle fasse 3 allers-retours. Voilà. Elle ne peut transporter à chaque voyage que 2 cylindres sans dépasser la limite des 500 kg. Ainsi, elle devra effectuer 3 allers-retours. Donc voilà le type d'exercice de recherche dont on vous parlait. Dans le sens où même si vous êtes aidé avec la formule du volume d'un cylindre, dans un exercice classique, on vous aurait dit calculer le volume de béton, calculer le poids d'un cylindre, enfin la masse, la masse d'un cylindre. Voilà. Et ensuite seulement combien d'allers-retours on peut faire. Donc là, on vous a posé qu'une question générale. Il fallait que vous fassiez les calculs intermédiaires pour le coup. Bon, il y avait un petit rappel de formule du volume d'un cylindre qui était quand même là pour aider. Hein, je veux dire, ils sont assez sympas sur le coup. Exercice 4 de terminé. Sur combien était cet exercice? 16 points. 16 points. Le 5. Le 5. Tiens, le 5 qui rappelle un peu des propriétés de cinquième. La figure ci-contre est codée et réalisée à main levée. Elle représente un quadrilatère ABCD dont les diagonales se croisent en un point O. On donne OA qui est égal à 3,5 cm et AB qui est égal à 5 cm. On s'intéresse à la nature du quadrilatère ABCD qui a été représenté. Peut-on affirmer que c'est un rectangle? Alors il faut vous souvenir des propriétés d'un rectangle. Sachez que dans un rectangle, les diagonales se coupent en leur milieu et font la même longueur. Voilà, donc si on suit ce dessin, on peut donc dire que OA c'est égal à OC qui est égal à OB plus OD. Donc écrivons donc que la diagonale AC c'est donc OA plus OC. Sauf que OA c'est la même chose qu'OC qui est la même chose que OB et OD. Donc je peux remplacer OA et OC par OB et OD. Ainsi, BD, c'est 2 fois OA, c'est la même chose. Donc les deux diagonales ont la même longueur. Si les deux diagonales ont la même longueur, on est sûr que notre quadrilatère, c'est un rectangle. Hop, une petite phrase quand même pour l'affirmer, hein, juste pour le dire. Les diagonales du parallélogramme. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent. Encore, n'hésitez pas à poser vos questions, à nous dire ce que vous voulez réviser. Diagonale du parallélogramme, pardon, A, B, C, D. Ont la même longueur. Ainsi, il s'agit d'un rectangle. Voilà. Maintenant qu'on sait que c'est un rectangle et qu'il a donc 4 angles droits, est-ce qu'on peut affirmer que c'est un carré? Alors, pour le carré, qu'est-ce qu'on peut dire sur les diagonales d'un carré par rapport au rectangle? C'est que les diagonales d'un carré, en plus, sont perpendiculaires entre elles. Voilà, le carré a ses diagonales de même longueur comme le rectangle. De toute façon, un carré, c'est un rectangle particulier. Mais en plus, voilà, on a un angle droit
au niveau des diagonales, au niveau du point O. Alors, comment faire? Si on cherche à savoir qu'on a un angle droit ici, au niveau de O, je ne sais pas si vous le remarquez, on cherche à savoir en fait, est-ce qu'on a un triangle rectangle? Alors après, vous prenez le triangle que vous voulez, hein, vous prenez AOB, BOC, peu importe. Donc on va chercher, est-ce que le triangle, par exemple, BOC est un triangle rectangle? Ah, pardon, on a les longueurs pour OA, bon, c'est la même chose. On va aller prendre pour OAB. Voilà, vu qu'on a OA et AB, pour le coup. Donc on va vérifier, est-ce qu'on a l'égalité de Pythagore dans ce triangle OAB. Alors, comment on va faire? Juste, je vous le montre ce que vous devez écrire au brouillon. Au brouillon, vous écrivez l'égalité de Pythagore. Donc AB au carré égale OA au carré plus OB au carré. Surtout, vous n'écrivez pas ça sur votre copie. Vous ne devez pas écrire qu'on a l'égalité avant de l'avoir calculé. Et ensuite, en fait, vous allez calculer séparément chacun des morceaux. Vous allez calculer AB au carré, regardez combien ça fait. Calculer OA au carré plus OB au carré, regardez combien ça fait. Si c'est égal, là, on va pouvoir dire que on a donc l'égalité de Pythagore. Donc AB au carré, combien ça fait? Ça fait 5 au carré. Je rappelle, on a le 5 dans l'énoncé. Donc 5 au carré, 5 fois 5, 25. Ça, c'est pas trop dur. Pour le coup. O au carré, on va prendre la calculette hein, pour le suivant. O au carré plus OB au carré, ça nous fait donc 3,5 au carré plus 3,5 au carré. 3,5 plus 3, fois, pardon, au carré, combien ça fait? Ça fait, je calcule, 12,25. Donc plus 12,25. 12,25 plus 12,25. Ah, on arrive à 24,5. Et bien 24,5, ce n'est pas la même chose que 25. Ainsi, AB, hop, pardon, au carré n'est pas égal à OA. Vous pouvez mettre le signe n'est pas égal, hein, c'est juste que j'ai eu la flemme d'aller rechercher à OA au carré plus OB au carré. Ainsi, selon propriété de Pythagore, tac tac tac, AOB n'est pas un triangle rectangle. ABCD n'est donc pas un carré parce qu'il n'a pas ses diagonales perpendiculaires. Perpendiculaire pour le coup. Voilà un petit théorème de Pythagore caché. Ici. On va assez vite, hein, 3/4 d'heure. Alors vous voyez, vous avez le temps, il nous reste 2 exercices. Hop. Tiens, pourquoi c'est séparé comme ça? Bon, tant pis, on va regarder. Exercice 6. Exercice 6. Un tableau concernant les voitures particulières, diesel ou essence en circulation en France en 2014. Ah oui, ça va celui-là. Et pas trop hard non plus. Donc vérifier qu'il y avait 31 725 000 voitures diesel ou essence en circulation en France en 2014. On vous demande de vérifier, par pitié, sur ce coup. Voilà, si on vous demande de vérifier que c'est ça, c'est que c'est ça. D'accord? N'allez pas faire un calcul pourri ou obscur et dire ah non, moi j'ai calculé, en fait, ils nous disent que. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça, pour le coup. Donc vérifier qu'il y avait 31 millions de voitures. Donc en France en circulation en 2014, c'est dans cette colonne du nombre de voitures en circulation. Donc il nous suffit, comme là on est en milliers, donc en milliers on a 19 741 milliers, hop, je rajoute 3 zéros, plus 11 984 milliers, donc là aussi je rajoute 3 zéros, on additionne les deux, et là, comme par hasard, ça nous fait 31 725 milliers. Voilà, c'est tout. C'est pas de voiture, essence ou diesel. Enfin, c'est diesel ou essence. Peu importe, c'est la même chose.
Voilà, une addition pourrie. Ça va, on ne demande pas la lune là pour le coup. Quelle est la proportion de voitures essence parmi les voitures diesel ou essence en circulation? On nous demande une proportion. Une proportion, ça peut se traduire souvent sous forme de fraction. Voilà, et on va la mettre après en pourcentage, notre fraction. On arrondira le résultat à l'unité, si on veut. Hop, là, je vais prendre le temps d'insérer ma petite équation juste pour faire une fraction. Voilà. Donc, de voitures diesel, combien y a-t-il la proportion de voitures essence en circulation? Donc, des voitures essence, on en a 11 984 milliers. Alors, je peux aussi mettre le total en milliers. Sur 31 725 milliers. Là aussi. Voilà, ça c'est une proportion. Voilà, vous avez une fraction qui vous exprime la proportion de voitures essence parmi toutes les voitures en circulation en 2014. Et on va vous demander de mettre ceci en pourcentage. Donc en pourcentage, ça veut dire si on n'avait pas 31 millions 725 000 voitures, mais si on n'en avait que 100, voilà combien il y en aurait pour le coup. Là encore, vous n'êtes pas, vous faites un produit en croix, voilà, ou sinon vous divisez par voilà, 317,25 pour le coup. Mais bon, souvent vous prenez le réflexe du produit en croix. Donc, faisons 11 984 fois 100 divisé par 31 725. Hop, je prends ma petite calculette, j'obtiens 37,7, donc on va arrondir à 38%. On nous demande d'arrondir à l'unité, donner un résultat à l'unité. Voilà, donc 38% de voitures essence. Ensuite, oui, c'est une transformation de fraction. Fin décembre 2014, au cours d'un jeu télé, on a tiré au sort une voiture parmi les voitures diesel ou essence en circulation. On a proposé alors au propriétaire de la voiture tirée au sort de l'échanger contre un véhicule électrique neuf. Eh ben, vu le prix de voiture à diesel, essence ou électrique, ça peut être intéressant. Le présentateur a téléphoné à Hugo, le propriétaire de la voiture tirée au sort. Voici un extrait du dialogue, document 2, entre le présentateur et Hugo. Ok, donc là on nous disait juste qu'il jouait à un jeu télé. Bonjour Hugo, quel âge a votre voiture? Là, elle a 7 ans. Et combien a-t-elle de kilomètres au compteur? Un peu plus de 100 000 kilomètres. Attendez, j'ai une facture du garage qui date d'hier. Elle a exactement 103 884 kilomètres. Ah, vous avez donc un véhicule diesel, je pense. À l'aide des données contenues dans le document 1 et dans le document 2, expliquez pourquoi le présentateur pense que Hugo a un véhicule diesel. Eh bien, retournons voir notre document 1. On a utilisé dans le document 1 que cette première colonne en fait du nombre de voitures en circulation. On n'a absolument pas utilisé le parcours moyen annuel. Donc vous voyez, parcours moyen annuel, ça nous dit en moyenne, chaque véhicule, si c'est un véhicule diesel, il va parcourir 15 000 km par an. Si c'est un véhicule essence, il va faire 8 000 km par an. Voilà. Combien d'années elle a la voiture? Combien d'années? Ah, elle a 7 ans. C'est pour ça. Donc, comme la voiture a 7 ans, en fait, le présentateur, il s'est fait dans sa tête, allez, on va arrondir, on va pas prendre 15 430, on va dire, il a fait 7 fois 15 000 dans sa tête, ce qui fait 105 000. Alors que s'il avait fait 7 fois 8 000, ça nous aurait donné 56 000 km en 7 ans. Donc là, pardon, là j'ai oublié de mettre, là c'est pour le diesel, et ici c'est pour l'essence. Voilà. Donc je rappelle, ce sont des moyennes pour le coup. Mais donc comme il est aux alentours de 103 000 km, il est quand même beaucoup plus proche de la moyenne des véhicules diesel que de la moyenne des véhicules essence. Voilà pourquoi le présentateur pense qu'il fait partie des véhicules diesel. Donc on va mettre le nombre de
km d'Hugo, hop, est bien plus proche de 105 000 que 56 000 km au bout de 7 ans, ce qui correspond à la moyenne parcourue par un véhicule diesel. Voilà. Expliquez s'il est possible que la voiture de Hugo soit un véhicule essence. On rappelle que là, c'est une moyenne. Voilà le nombre de kilomètres. En soi, vous pourriez très bien avoir un véhicule essence et parcourir, je ne sais pas, 30 000 km en un mois, pour le coup. Donc, comme c'est une moyenne, c'est pas sûr à 100%, donc il y a toujours une possibilité. Voilà, que ce soit un véhicule essence. Donc oui, il est toujours possible que la voiture de Hugo soit un véhicule essence, car le nombre de kilomètres dans le document 1 n'est qu'une moyenne. Voilà, ce n'est pas une certitude en soi. Moyenne, il y en a qui font plus, il y en a qui font moins. D'accord. C'est comme si on vous disait que voilà, ceux qui fument du tabac, en moyenne, ils vivent 15 ans de moins que les autres. Il y en a toujours un qui peut vous dire: ah oui, mais moi je connais quelqu'un qui a tenu jusqu'à tel âge, etc. Voilà, oui, il peut y en avoir un, c'est une moyenne. C'est-à-dire si on réunit tous les cas, si on réunit des centaines de milliers de cas, voilà combien ça fait en gros. Voilà, donc il y en a c'est plus, il y en a c'est moins, peu importe dans tous les cas. Exercice 6 terminé, il ne nous reste qu'un seul exercice pour ce sujet d'Asie 2019, donc il y avait 14 points sur exercice 6, exercice 7 et dernier exercice. Dis donc, j'ai carburé pour la correction, hein. On est déjà à 50 minutes. 50 minutes, je vous rappelle que vous aurez 2 heures pour le faire. Donc moi, bien entendu, ça me vient plus rapidement les réponses et solutions de chaque exercice. N'hésitez pas à poser des questions, hein, bien entendu, dans le chat, hein. Il n'y a pas que Enzo, je vois les autres. Les représentations graphiques C1 et C2 de deux fonctions sont données dans le repère ci-dessous. Une de ces deux fonctions est la fonction f, on va la copier celle-là. Voilà, moins 2x plus 8. Hop, où est-elle? Ah, elle est là. Voilà. Laquelle de ces deux représentations est celle de la fonction f? Alors, il faut savoir que cette fonction, le moins 2x plus 8, c'est une fonction sous la forme ax plus b, qui est ce qu'on appelle une fonction affine. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait pour tous, pas encore pour les miens, on va le voir dès la fin du mois. Une fonction affine est représentée par une droite. Voilà, une droite qui ne passe pas forcément par l'origine, hein, contrairement aux fonctions linéaires. Donc la fonction f étant sous la forme donc, ax plus b, un nombre fois x plus un autre nombre, sa représentation graphique est une droite, et entre C1 et C2, nous n'avons qu'une seule représentation qui est une droite, c'est la courbe C2. Donc la fonction, justement, est représentée par la courbe C2. On peut le voir parce que si on remplace le x par 0, par exemple, ça passe en 8. Donc vous allez me dire c'est le cas pour les deux. Mais je peux prendre un autre exemple. Je veux dire, bah tiens, pour 3, ils ont des valeurs différentes. Si je prends x qui est égal à 3, je calcule moins 2 fois 3, moins 2 fois 3, moins 6, moins 6 plus 8, 2. Voilà. Et bah voilà, c'est la courbe C2 qui en 3 est à 2 de hauteur. Ah bah mince, j'ai calculé. Ah, j'ai pas vu qu'il fallait calculer. Eh ben on va le calculer. Allez, f de 3, et on détaille le calcul. Moins 2 fois 3 plus 8, je l'ai fait à l'oral. Moins 2 fois 3, moins 6 plus 8, 2. Pensez toujours à détailler vos calculs, s'il vous plaît. Détailler, détailler. Hein, vraiment, il y a trop de fois où on a du f de 3 égale à 6 sans aucun détail. Voilà, ça prend 2 secondes de détailler et c'est super important. Bon. Calculer le nombre qui a pour image 6 par la fonction f. Donc là, on va faire l'effet inverse, on va faire comme on avait fait au début.
Alors on va résoudre une équation pour le coup ici. Donc si je prends le moins 2x plus 8, je cherche quand c'est égal à 6. Je vais essayer d'isoler ce x, de le rendre tout seul ce x. Comment je vais faire pour le mettre tout seul? Eh ben, je vais me débarrasser de toutes les opérations qu'il y a autour. Je vais me débarrasser de ce moins 2 et de ce 2 plus 8 et ce plus 8. Donc comment me débarrasser d'un plus 8? Eh ben, je vais faire moins 8. Hop, pardon, c'est resté en rouge. Voilà. Je vais faire moins 8. Je vais rajouter un moins 8 dans la partie de gauche pour supprimer ce plus 8. Mais comme je le dis à tous mes élèves, une égalité, c'est un peu comme une balance à plateau. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose d'un côté, bah, il faut faire la même chose de l'autre pour équilibrer. Donc il faut aussi que je rajoute moins 8 de l'autre côté. Voilà, j'ai le droit sur une égalité d'ajouter les deux mêmes opérations pour le coup. Moins 8 plus 8, ça fait 0. Donc il ne nous reste que le moins 2x. Moins 2x qui est égal, donc à plus 8 moins 8, ça fait 0, à 6 moins 8. 6 moins 8, moins 2. Ensuite, comment me débarrasser du moins 2 qui est devant le moins 2x? Moins 2 fois x, l'inverse de fois moins 2, c'est un divisé. Donc je vais diviser par moins 2. Là encore, je divise par moins 2 à gauche, je divise aussi par moins 2 à droite. Voilà, tiens, je vais le mettre en couleur, ces deux valeurs. Hop. Voilà. Donc, le divisé par moins 2 va supprimer et éliminer le moins 2 devant le x. On va plus qu'avoir que le x restant. X est égal à combien? Moins 2 divisé par moins 2, ce qui fait 1. Voilà. Si on veut vérifier, on peut de deux manières. On peut reprendre notre fonction de départ et remplacer le x par 1. Donc là, si on remplace le x par 1, moins 2 fois 1, ça fait moins 2 plus 8, ça fait 6. Ou encore, vous pouvez regarder sur votre graphique à quelle hauteur justement se situait le 6, enfin pardon, pour 1, on a une hauteur de 6. D'accord. Certains m'auraient dit, mais pourquoi pas dès le début, on se serait mis à une hauteur de 6, on aurait vu que le x était égal à 1. Ça, c'est vrai si on vous demande de vérifier graphiquement. Là, on nous demandait bien dans l'énoncé de calculer le nombre qu'il y a pour image 6. Donc on attendait qu'il y ait un calcul, on n'attendait pas une lecture graphique. Et enfin, dernière question, la feuille de calcul ci-dessous permet de calculer des images par la fonction f. Donc voilà ce qu'on a. Quelle formule peut-on saisir dans la cellule B2 avant de les tirer vers la droite jusqu'à la cellule G2? Donc en première ligne, vous aviez les x, les valeurs voilà, que peuvent prendre notre lettre x, et en dessous les images. Je vais vous reprendre la fonction. Voilà, la fonction, c'est celle-ci. Parce que là, il faut écrire une formule. Hop, pardon. Voilà. Une formule, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, la formule, elle doit toujours commencer par égal. Voilà. Si elle ne commence pas par égal, le fichier Excel, le tableur, ne calculera pas. Ensuite, deuxième chose à savoir, c'est qu'on ne doit pas mettre de lettres, en fait, on va mettre les emplacements des cases. D'accord. Donc pour la cellule B2, quelle va être la valeur de mon x? La valeur de mon x va être moins 2. Mais comme je vous l'ai dit, on ne met pas de valeur, on va mettre l'emplacement de la case. C'est quoi cette case ici? C'est la case B1. Donc je vais faire moins 2 fois B1 plus 8. Et la troisième et dernière chose, on vient de le voir comme je l'ai tapé sur le clavier, c'est que lorsqu'on tape à l'ordinateur, le fois en fait correspond à une étoile. Voilà, sur votre clavier, vous pouvez regarder sur votre clavier si vous êtes sur un PC. Donc voilà la formule qui a rentré dans la cellule B2 avant de les tirer vers la droite. Voilà, on les tire vers la droite après pour que la formule soit copiée dans C2, dans D2, dans E2, etc. Mais en prenant non pas B1, mais C1, D1, E1, etc. Voilà, d'où l'intérêt d'un tableur. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On a terminé voilà, les 7 exercices du sujet d'Asie 2019 en pile poil 1 heure de live. Et bien dis donc, on a été super efficace. Je vous rappelle que sur l'épreuve, vous aurez 2 heures pour bien rédiger, pour bien calculer, pour réfléchir. Donc vous voyez finalement que vous pouvez avoir le temps.
N'oubliez pas, il faut absolument que vous vous entraîniez, c'est ça le plus important là-dedans. J'essaierai. Bonjour Neliki, bonjour Neliki. Oui Neliki, l'objectif a été atteint. Il y a déjà une petite, c'était vendredi dernier. C'est vendredi dernier que l'objectif a été atteint. Alors, toi, étant donné que tu es modo, tu ne peux pas passer VIP. Voilà, sachant que modo, c'est au-dessus de VIP. Voilà, en termes de rang. Voilà, on ne peut pas donner les deux à une même personne. Mais donc, oui, j'ai pu distribuer les badges VIP aux viewers les plus réguliers. Voilà. D'ailleurs, qui leur permettent, lors des giveaways, d'avoir plus de chances d'être tirés au sort lorsque les soirs on offre un jeu. Tu vois, la semaine dernière, vendredi dernier, c'est donc votre camarade c'est donc l'un des viewers qui était VIP, qui a obtenu le fameux jeu Ni no Kuni 2, comme il a été offert justement vendredi soir, je crois. Et donc il a eu plus de chances que les autres d'être tiré au sort parce qu'il fait partie des viewers dits réguliers. Voilà, des viewers qui viennent de temps en temps. Toi aussi bien entendu, tu es un viewer régulier. Donc si tu es présent lors du prochain giveaway qui aura lieu, il aura lieu quand? Il aura lieu la première semaine de juin. Prochain giveaway. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre le programme pour le coup, pour ne pas rater voilà, cette offre, hein, parce que oui, on offre des jeux, voilà, on est généreux, bien entendu, là-dessus, sur cette chaîne des bonnes affaires. Et là, on se faisait un petit live de révision de brevets, pour le coup. Aujourd'hui, il n'était que sur Twitch parce que j'ai plus le multistream. Je remettrai le multistream. Alors, attendez que je regarde les dates. Je vais regarder les dates. Donc, l'épreuve, je crois que c'est 24-25. Ça me prend un mois. Bon, je peux le remettre la semaine prochaine. Attendez, 4 semaines. 1, 2, 3, 4, oui. Oui, je peux remettre le multistream la semaine prochaine. Comme ça, je streamerai et sur Twitch et sur YouTube. Donc, entre les deux, là, voilà, étant donné mon éditeur d'interface de stream, vu qu'il était paramétré pour Twitch, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je l'ai fait sur Twitch, bien entendu. Donc, n'hésitez pas, bien entendu, si ça vous a plu, à follow la chaîne pour ne pas rater les prochains lives de correction de brevet. Je pense qu'on se fera ça les mercredis. Voilà, honnêtement, 1 heure pour un exo, pour un sujet, pardon, un sujet de brevet chaque mercredi, ça peut être pas mal. En tout cas, ça vous ferait pas mal de bons entraînements. Vous avez la correction. J'ai mis le sujet dans le chat. Je vous remettrai aussi le sujet. Voilà, je referai une vidéo un peu résumée pour YouTube. Et comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut en termes de correction pour vous y préparer. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. J'espère que vous avez bien travaillé. Et je vous dis bon courage pour vos révisions. Allez, ciao tout le monde. Bye bye.